Bonjour à tous et bienvenue pour le quatrième podcast de Manchester Devils. Pour ce podcast spécial débrief du match fou contre Southampton, je serai accompagné par Jérémy. Salut, donc c'est Jiminy sur le forum. Merci à vous. Wanshizi alias Nathanael. Salut. Et moi, Seth, sur le forum bien sûr, toujours, alias Mohamed. Salut l'équipe. Donc, avant de commencer ce podcast, je vous invite à venir parler de notre club de cœur sur le forum Manchester Devils. Vous pouvez également nous suivre, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou sur Facebook. Ce sera un plaisir de pouvoir débattre de Manchester United avec vous. On va directement commencer par le match. Donc match très bizarre. Pour le petit résumé, on commence avec un bon pressing sur les 5-10 premières minutes. En fait, ce qui est un faux pressing, on avait une belle occupation du terrain. Ils ont réussi assez facilement au bout de la 10e minute à casser ce faux pressing. Ils ont montré un superbe collectif, des schémas de relance et des schémas de transition de très haut niveau à Southampton. Après un premier raté de Greenwood, pas évident, mais qui doit mettre après quelques minutes, on n'a plus rien. Il marque sur un corner type Southampton, savoir qu'ils tirent tous leurs corners comme ça. Un but de Bednarek. À la suite de ça, on a une nouvelle occasion à la 29e minute, presque 30e minute, de Greenwood qui récupère une mauvaise relance du gardien de Southampton. Greenwood qui tire à 18 mètres, c'est repoussé sur Bruno qui est seul à 5 mètres et qui retire sur le gardien. Après cela, un coup franc de Ward-Prowse, comme si c'était écrit comme à chaque fois qu'on joue Southampton, ou même Ward-Prowse qui est quand même un des meilleurs tireurs de coups francs au monde. Après une mi-temps, jusqu'à la mi-temps, pas grand-chose à signaler. 2-3 occasions encore pour Southampton. Début de deuxième mi-temps, changement. Greenwood qui sort, Cavani qui rentre. On sort de notre 4-4-2 losange pour revenir dans un 4-2-3-1. Et tout commence à s'enchaîner. On marque le 4-1. Le 4-1, pardon. Le 2-1 par Bruno sur un centre de Cavani. Le 2-2 de Cavani sur un coup de billard sur un corner. Et Cavani qui fait une tête plongeante. Et le 3-2 dans les arrêts de jeu sur un centre de Rashford. Cavani qui croise au premier poteau et qui dévie et c'est goal. Est-ce que le résumé est complet, je pense? Avant de... Ouais, les actions majeures sont là. Les actions majeures sont là. Maintenant, on va directement rentrer dans le sujet. On va vous dire ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé. Je vous propose qu'on commence par les flops. Comme ça, on finit sur une note positive. Mohamed, toi, ce que tu as moins aimé ou pas aimé, c'est Rashford sur ce match. Exactement. Rashford qui continue, on va dire, sur sa lignée de ses dernières prestations, hein, où je le trouve pas très inspiré. Il fait beaucoup de mauvais choix. J'ai l'impression qu'il veut endosser le costume de sauveur dans cette équipe quand ça, entre guillemets, roule un peu moins bien, sachant que de base, ça roule pas très bien en ce moment. Mais il se met peut-être une pression supplémentaire où il veut confirmer un statut qu'il a acquis de manière légitime. Mais je trouve que quand il est comme ça, on a le mauvais côté de Rashford et c'est pas celui qu'on a envie de voir semaine après semaine. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que vraiment tu sais, quand il y a une action, elle est un peu parlante, c'est quand il est à l'entrée de la surface. Il reçoit le ballon, il fait une première feinte, une deuxième feinte, ensuite il revient sur son pied droit et ensuite il tombe alors qu'il n'y a vraiment pas faute. Il aurait pu jouer le coup un peu plus intelligemment et frapper en première intention, par exemple. C'est une des actions qui m'a marqué sur ce match-là. Pour la note humoristique, pardon, vas-y. Vas-y Nat, vu que tu as une note juste humoristique. Une petite note humoristique, et puis après, pour embrayer sur ce que disait Mohamed, il y avait un membre sur le forum qui avait demandé est-ce qu'on peut m'expliquer où est Rashford? Il fait une collecte de fonds ou quoi? Voilà, ça m'a juste fait rigoler son moment. Mais ça pour dire que c'est vrai que après, je vais pas forcément m'étaler sur le côté extra sportif où voilà, il fait des bonnes choses, rien à dire là-dessus, mais peut-être que
peut-être que ça joue aussi sur ses performances, peut-être ça lui monte à la tête aussi inconsciemment. Et moi, je note l'action surtout, heureusement qu'il y avait un hors-jeu, hein, encore une fois, mais l'action où il ne vient pas servir Cavani, c'est quand même incroyable ça aussi de tirer comme Oui, ça, aussi, j'aurais pu le sans noter. Oui. réfléchir. Ça pour moi, c'est clairement l'action la plus marquante, quoi. Heureusement qu'il y avait hors-jeu, très clairement. Ouais, exactement. Il y avait hors-jeu, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé pendant le. C'est peut-être la plus grosse occasion qu'on ait eue dans le jeu, hein. Une vraie action de contre qu'on a bien joué. Donc le problème, c'est que Rashford cette saison, t'as bien fait de parler de ce qui se passe à côté du terrain, parce que ce qu'il fait à côté du terrain, c'est exceptionnel. Ça prend beaucoup de place. Même si à chaque fois je trouve triste que ça soit des sportifs ou des acteurs, ou bref, des gens qui ont reçu qui doivent combler les problèmes du gouvernement par leur propre initiative, mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, c'est comme quand LeBron James est obligé de construire une école dans l'Ohio parce que les jeunes défavorisés n'ont accès sinon qu'à une éducation de pied de qualité, bref. Mais comme tu as dit, Jérémy, pour moi ça prend trop de place. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de Rashford sur ce qui se passe à côté du terrain. Les médias français, j'ai jamais autant entendu parler de Rashford. Pourtant, d'habitude, ça parle pas beaucoup de Manchester United, à part pour tacler sur Pogba ou parler de Martial. Et sur le terrain, cette saison, à part le match contre Leipzig, où c'est un peu un match bizarre quand même. Mais bon, il est là, et quand il rentre, on a l'impression il a tous les cheat codes sur la PS5. Et sinon, le match contre Newcastle, au-delà de ces matchs-là, en fait, c'est le Rashford qu'on voit hier, où t'as l'impression par moment qu'il est encore gêné de son dos, de la blessure de la saison passée, très peu de bons choix. On en reparlera après sur la deuxième action que rate entre guillemets Greenwood. Son placement est ridicule. Il est en train de lécher le dos de Bruno Fernandes. Donc c'est vrai que ça commence à devenir un peu problématique parce que autour on s'en sort toujours parce qu'on a un Bruno Fernandes, on a l'impression qu'il ne peut pas faire de mauvais match depuis qu'il a signé. Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant parce que en fait, on voit peu de progrès depuis quelques années, que ce soit sur l'intelligence du jeu, c'est-à-dire son placement, le QI foot. Et comme tu dis, même s'il y a hors-jeu, l'action où il ne fait pas la passe à Cavani, s'il n'y a pas hors-jeu, bon, le hors-jeu n'a pas été sifflé, mais s'il y avait eu but, ça aurait été annulé, grâce à la VAR, à cause de la VAR, mais c'est vrai que c'est grave comme... là, tous ceux qui ont joué à FIFA une fois dans leur vie savent qu'il faut faire la passe, là. Le passe-but, le célèbre passe-but. Le fameux but de ketchup, hein, comme on dit dans le Japon. Le problème de Rashford, je trouve, c'est que il a un profil de jeu qui se voit encore plus dans les mauvais matchs parce que sa qualité première repose quand même sur sa vitesse et sa manière de s'imposer physiquement sur une course, avec ou sans ballon. Le problème qu'il y a, c'est que quand on est dans le dur, c'est qu'on n'est pas capable de distribuer le jeu, et quand on n'est pas capable de distribuer le jeu, lui-même n'est pas capable de jouer correctement à l'arrêt. Et quand il joue correctement à l'arrêt, c'est ce que donc disait Mohamed, c'est qu'on se retrouve avec un joueur qui a tendance à forcer énormément sur sa manière d'essayer de faire des feintes pour passer son vis-à-vis. Et en fait, on s'aperçoit qu'il a pas mal de mal, finalement, beaucoup de mal à passer son vis-à-vis quand il est à l'arrêt. Et malheureusement, être à l'arrêt, c'est quand on est dans le dur. Donc en fait, ça veut dire qu'il a un profil de jeu où c'est assez difficile de compter sur lui quand on est dans le dur. Ça sera pas quelqu'un qui va être capable, dans un mouvement simple, de créer un espace, de casser une ligne. Je veux dire, c'est une question de profil de joueur. Mata est comme il est, mais sur un mouvement, il est capable de créer un décalage. À l'arrêt, il est capable de jouer à l'arrêt. Les joueurs ont les deux capacités de le faire. Lui n'a pas cette capacité à prendre de l'espace sur son vis-à-vis, autrement que par un impact physique ou de la vitesse. Et je pense que c'est en ça où il apparaît un peu sur son mauvais côté quand on est dans le dur, vraiment. Ça se voit encore plus chez lui parce que le jeu à l'arrêt, il est pas capable, quoi. Même pour ajouter sur son problème de profil de joueur, il me fait un peu penser à Mbappé, même s'il est moins fort, bien sûr. C'est que c'est des joueurs qui doivent jouer sur la profondeur et face à des blocs bas, on va pas dire qu'ils servent presque à rien, surtout Mbappé, même si c'est un peu le cas quand même. Rashford face à un bloc bas qui défend bas, en fait, il sert vraiment presque à rien. Parce que même si on compare à un Cavani, même si Cavani, on en reparlera dans les tops, il a fait un super match, il y a eu des
des moments où les remises à une touche ou des passes, ça piquait vraiment les yeux. Mais même si on compare à Martial, qui est capable, ou même Greenwood, qui est très bon pour ça, lui, dans le jeu, n'arrive pas à faire le bon dédoublement de passes. Non. Il ne sait pas jouer avec son latéral. Non, exactement. Il y a eu quelques belles actions l'année passée avec Shaw, mais c'est limite. Là, il est avec Telles, on a l'impression que, en fait, il ralentit le jeu, les passes sont toujours dans le mauvais timing. Et là, comme tu dis, cette saison, aussi dans un collectif qui est absent, faut aussi le dire. J'en parle assez quand c'est pour tacler Solskjaer, mais ça aide pas des joueurs comme Rashford, comme Greenwood et comme Martial. Si t'as pas de collectif fort et qu'on n'arrive pas à jouer la transition, ces joueurs en fait ils ont pas d'occasion. Et si on regarde les statistiques avancées, nos 3 attaquants ont très peu d'actions de goal vraiment qui dans le jeu. Et ça c'est problématique. Est-ce qu'on peut dire quand même, pour clôturer sur Rashford, qui sauve entre guillemets son match avec sa passe décisive oui. Sur le but de Cavani, c'est but, je veux pas dire que c'est un mauvais centre, c'est pas un top centre, on dirait que Cavani fait l'action. Une action Cavani appelle le centre en fait, ouais. Donc Rashford joue bien le coup, mais. Ouais. Même son centre est pas totalement. Cavani fait une superbe action parce que son centre est pas totalement dans la course de Cavani. C'est quand même une action qu'on avait plus revue depuis le départ de Lukaku. Donc, exactement. C'est une action de vrai neuf en fait. Ouais. Et là, on a un vrai neuf. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on joue Rashford en neuf, ça me gêne. Même Martial en neuf, ça me gêne. Oui. On va pas taper sur lui aujourd'hui parce qu'il a pas joué ce week-end. Mais ça reste un neuf, mais c'est un profil différent. Mais on en avait déjà parlé et on en reparlera de toute façon. Mais pour revenir sur Rashford rapidement, il faut juste qu'il revienne, on va dire, à ses fondamentaux et qui dépose ce costume de sauveur parce qu'il l'a pour la nation et pour les enfants, mais pas pour Manchester. Et c'est le problème de Rashford, on va clôturer là-dessus. En un mot, vous me dites oui ou non, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, en un mot, vraiment. Est-ce que Rashford a ce potentiel-là? Moi, depuis qu'il est là, alors il est jeune, est-ce qu'il a eu 23 ans? Je suis pas sûr. En tout cas, il les a eu en octobre. Alors, il a 23 ans, donc c'est jeune, mais ça fait quand même 5 ans qu'il joue à Manchester United. Et le Rashford qu'on voit aujourd'hui, il s'est étoffé, il s'est amélioré, mais il a le même profil de jeu et les mêmes défauts et les mêmes qualités, même s'il a un petit peu gommé ses défauts et un peu largement amélioré ses qualités. C'est que tactiquement, c'est faible. Son pressing, c'est une blague. Et techniquement, c'est pas un bon joueur. C'est-à-dire, quand je parle de technique, aujourd'hui, on pense toujours on dit technique, les gens ils pensent à Neymar, à faire des dribbles et comme ça. Mais juste contrôle-passe dans le bon tempo, c'est bien plus important qu'un dribble. Et ça, actuellement, en fait, moi, je vois le Rashford qu'on connaît. Et qu'on connaît face à des blocs bas où il ne peut pas utiliser sa vitesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous êtes moins dur que moi? Non, je suis d'accord. Ouais, je suis plutôt d'accord aussi. J'avais fait le constat en plus il y a à peu près maintenant un peu plus d'un an, où l'année dernière, pareil, je ne sais pas si vous vous souvenez du début de saison, mais à part le match contre Chelsea, on gagne 4-0, où il avait été très performant. Genre, il a fait une série de matchs où il a été nul à chier. Enfin, excusez-moi du terme, mais c'était un peu la vérité, quoi. Il était pareil parce qu'il voulait trop, je pense, forcer la décision, avoir ce côté un petit peu, je vais être le sauveur, etc. Sauf que si tu veux être sauveur, faut un minimum de qualité technique derrière, quoi. Et c'était pas vrai. Et c'est vrai que c'est pas trop le cas, quoi. Pour le moment, c'est compliqué. Moi, je vais aller un petit peu à l'opposé de vous. Je suis pas forcément d'accord, mais je suis pas forcément contre. Dans le sens où il y a des matchs où tu te dis, mais il fait tout parfaitement. Il y a des matchs où techniquement il est juste et tout lui réussit. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a des matchs où il passe complètement au travers et il y a d'autres matchs où il sort des contrôles, des gestes justes. C'est pour ça que c'est un peu énervant avec lui parce que d'un match à l'autre, on peut s'attendre à tout. Le problème, c'est que il y a beaucoup plus de matchs où on voit ce qu'on a vu hier. Oui, ça c'est sûr, ça par contre. Et donc, ça, je peux pas être contre ça. Donc, pour moi, c'est ma vision du foot. Quand tu as un joueur qui fait dans n'importe quel domaine, que ce soit une performance, bref, quand tu as un joueur qui marque une fois 5 goals dans un match et puis qui marque plus les 10 matchs d'après,
En fait, les 5 goals, c'est une fulgurance. Ça montre pas le niveau global du joueur. Et les bons matchs techniques de Rashford, pour moi, c'est la même chose. Il a des bons matchs techniques et tactiques au niveau de l'intelligence de jeu, mais il y en a tellement peu par rapport au reste que ça montre des fulgurances. Et il a 23 ans, c'est jeune, mais sur la technique de base et la tactique, il va pouvoir progresser un petit peu, mais sur le QI foot et la technique, il va pas exploser, à mon avis, surtout avec Solskjaer. Oui, ça c'est sûr. Ça peut se révéler par justement un collectif, mais oui. Oui, Nat, pour finir, je te laisse le dernier mot. Je voulais dire la petite pique que tu avais fait à Solskjaer. Et pour finir, j'aimerais juste, pour une note positive, parce que là j'ai été un petit peu méchant, il y a une qualité que vous n'avez pas évoquée, que je trouve qu'il a vraiment pris ces derniers temps, enfin ça fait un petit moment maintenant, mais qu'il n'avait pas forcément au début, c'est que sa frappe de balle, moi je la trouve pas dégueu du tout. Sa frappe de loin, ses coups francs, moi je trouve qu'il a cette capacité parfois, malheureusement il le fait pas assez souvent, de tirer de manière instantanée et d'envoyer des missiles, quoi. Et ça c'est toujours intéressant. Contre le PSG par exemple à l'aller, il marque sur une frappe assez lourde. C'est une qualité qu'il a toujours eue. Ses premières fulgurances ont été faites sur des frappes de balle. Il a toujours eu cette qualité. Je frappe de balle, je trouve. Ça c'est pour finir sur Rashford, je suis d'accord sur sa frappe de balle, par contre pas du tout sur coup franc, où il a marqué un goal sur coup franc dans sa carrière. Et le reste, Chelsea. Et quel but, et le reste, il a plutôt tué des pigeons autour d'Old Trafford qu'autre chose. Mais bref, on va passer au cas suivant, et on va passer, je pense, au joueur qui fait le plus débat malheureusement. On va parler de Mason Greenwood. Jérémy, tu voulais parler de Oui, c'est mon flop sur ce match. Donc même s'il se crée une bonne occasion, c'est mon faute sur ce match justement, c'est pas par rapport aux deux occasions qui s'est créé tout seul, parce que sur des erreurs défensives, parce que faut quand même dire qu'il a été aidé par la défense adverse. Oui. En fait, il a joué sur sa qualité au moment de ces deux erreurs, c'est-à-dire sa spontanéité, ça on le sait tous, on sait tous qu'il est capable de démarrer au quart de seconde sans élan et de décrocher une grosse frappe. Moi, le problème, ça a été tout le reste en fait. Ça a été, il était c'est même pas qu'il était perdu sur le terrain, c'est qu'il était absent en fait. C'est-à-dire qu'il a été absent, c'est-à-dire que vraiment il y avait du vide à la place de sa place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de jeu du tout, donc avec son latéral, il n'y a même pas eu de jeu avec les milieux à côté de lui. Il n'a pas été capable de trouver son attaquant en ce moment-là, donc qui était Rashford, donc qui était en place. Vraiment. Vraiment pas de combinaison. Enfin, je serais curieux de savoir le nombre de courses faites dans le vide. Il dû y en avoir pas mal quand même. Je comprends pas. C'est pas un problème les courses de Greenwood. Je te laisse parler. Je veux juste voir si je peux trouver ça. Je comprends pas. Alors soit il y a un problème. Il y a peut-être un problème un peu plus profond que ce match-là, parce qu'on sait que depuis ses frasques en équipe nationale et quelques frasques aussi qu'il a fait sur le club, au club arrivé juste après, il y a je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé sur la confiance qu'on a mis en lui, que le coach a mis à lui, pas forcément nous les supporters. Et je sais pas, là il est pas dans ce moment, je trouve, dans un bon mood. Et le match là ne lui donne pas raison. En plus, il sort très tôt dans le match, donc ça c'est quand même un signe assez fort, je trouve. Pour moi, ça c'est le flop de l'offensive, c'est lui le flop du match. Après, c'est dur parce qu'il sort la mi-temps. Peut-être que s'il avait eu 2 fois plus de temps que les autres, il aurait peut-être su relever son niveau de jeu. Mais sur ce qu'il a montré, pour moi, il reste le flop de ce match, quoi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Greenwood au niveau négatif? Moi, je vais le défendre justement après, mais je vous laisse. Négatif, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, comme l'a dit Jérémy, effectivement, dans une mauvaise phase. Et c'est vrai que c'est grandement lié, surtout à cet âge-là, forcément, on est très sensible. En plus, à l'ère des réseaux sociaux, on est forcément très sensible à tout ce qui touche à l'extra-sportif. C'est vrai qu'il a fait une connerie avec cette histoire de sélection. Mais j'ai l'impression aussi que on lui fait un peu trop payer, entre guillemets. Mais après, c'est aussi dans l'apprentissage. On peut pas non plus accepter tout et n'importe quoi. Et je pense qu'il est dans une période turbulente, mais évidemment rien d'irréversible. Et je pense qu'avec des remises en question et avec un peu de patience, il retrouvera le chemin de la réussite, parce que c'est quand même un jeune joueur extrêmement talentueux et beaucoup plus que l'était Rashford à ses débuts, honnêtement. Mohamed, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Alors moi, je vais te faire justement, on va passer du négatif et avec moi, tu vas passer un petit peu plus vers le positif. Je suis clairement d'accord en fait avec ce qu'a dit Jérémy. Un peu moins sur ce match-là parce que je le trouve quand même un peu dur. Mais sur le début de saison, ses frasques et tout ça, y a rien à redire. Je pense que tout le monde sera unanime là-dessus. Je trouve juste son langage corporel un peu plus bon sur les deux derniers matchs. La rentrée qu'il fait, je sais plus si c'était si c'était en Ligue des Champions. Ouais, Si c'était contre Istanbul. Ouais. il fait une bonne rentrée où j'avais la sensation de retrouver le Rashford de l'année dernière, où comme vous avez dit, il pouvait dégainer à tout moment. Et même là, sur ce match-là où c'était moins bon, hein, techniquement, il n'était pas trop là et tout. En tout cas, dans le langage corporel, j'ai la sensation de retrouver le Rashford de la saison dernière. Le Kenwood. Greenwood. Le Greenwood de l'année dernière. Ouais. Alors, moi je suis assez d'accord. Pour finir sur Greenwood, je vais moi le défendre un petit peu. Pas que j'ai trouvé qu'il ait fait un bon match. Par contre, je vois partout qu'il est, et d'ailleurs sur le forum, qu'il est descendu. Premièrement, non. Greenwood n'a pas raté 2 grosses occasions. Vous pouvez, je l'ai fait juste avant le podcast pour démontrer ma pensée à mes acolytes de ce soir. La deuxième action, son shoot n'est pas bon, entre guillemets. Il est surtout trop centré, il est très très puissant, mais il est trop centré. Mais c'est une frappe à 18 mètres sur une récupération de balle qu'il le fait tout seul sur une erreur du gardien. Il frappe. Les gens disent que Greenwood a raté la deuxième occasion. Je suis désolé, il ne peut pas faire la passe à Bruno ni à Rashford qui a un placement de débile. Et par contre, personne parle parce que c'est Bruno et qui fait des bons matchs, mais sur l'action, le plus gros raté, c'est Bruno qui est seul à 6 mètres. Allez, 6 mètres 50. Complètement. On en a parlé, seul. Il frappe du côté où le gardien a déjà plongé. Ça frappe, son ballon part après le mouvement du gardien et part du même côté alors qu'il suffisait d'ouvrir le pied. Moi, je l'ai dit en off. Pour moi, le loupé, c'est lui. C'est pour ça que j'ai dessus démarré sur Greenwood en disant je mets de côté ces deux bonnes actions individuelles parce que moi, ce qui m'a gêné, c'est tout le reste. La frappe, il a 18 mètres, elle est forte, elle est cadrée. Bon, pas placée, mais cadrée. Le danger est là, il est déjà apporté. Donc, je lui jetterai pas la pierre là-dessus. Vraiment. Et pour finir il est dans un creux émotionnel. D'ailleurs, tu le vois. Hein. Tu vois sur lui, c'est plus du tout le même langage corporel, comme tu as dit, Mohamed. J'ai un peu des craintes parce que c'est un talent qui est énorme. Je suis pas sûr que le staff soit capable de lui faire sortir de l'aider à sortir de cette phase-là. Comme tu as dit, Nathanaël, on lui fait toujours payer sa phrase. D'ailleurs, moi je trouve qu'il y a, oui, c'est débile, mais c'est pas, il y a rien de gravissime quand même en équipe nationale. Sinon, en club, ce qu'on lui reproche, il a eu une phrase qu'en club, c'est quoi? C'est qu'il y a une photo il y a 10 mois de lui qui prend du gaz hilarant. Je suis désolé. Oui, c'est débile. Ouais, c'est débile, c'est même pas grave. Il a 19 ans. C'est le timing qui est pas bon. C'est juste le timing qui est pas bon. Ce sera arrivé. En fait, le problème, c'est il y a un an, personne n'aurait dit grand chose. Mais c'est le timing des 2 coups sur coup. Ça fait dur. La photo qui est sortie, on peut dire merci au tabloïd. C'est une photo qui date d'il y a 10 mois. Ah, complètement. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est une question de timing, en fait. Mais lui, il a rien fait de mal. Oui, lui, il a rien fait de mal. On a eu des photos, on était tous là pour suivre ça. Les photos de chaque été de Wayne Rooney, c'était funky, hein, même entre les matchs et tout. Bref. J'ai préféré celle de Smalling. En terroriste, il était un peu plus sympa en terroriste, c'était pas mal. Bref, sinon, oui, il est, pour finir sur Greenwood, oui, il est jeune. Je veux quand même lui donner, j'avais marqué quelques arguments pour défendre Greenwood. Je maintiens que son match n'est pas bon. Et comme tu l'as dit, pas sur les ratés, sur le reste. On doit attendre. Déjà, oui, il y a deux choses. On attend plus de Greenwood. D'un côté, c'est normal parce qu'il a un talent énorme. De l'autre côté, c'est pas normal qu'on attende qu'un gamin de 18-19 ans nous sauve. Sinon, il y a aussi 2-3 problèmes que j'ai notés. Il a aucun rythme. Il joue pas pendant 3 matchs, il n'est même pas convoqué. Là, il rentre contre Istanbul, donc il est titulaire ce week-end. À coup sûr, il n'est pas convoqué mercredi contre Paris. Donc ça aide pas. Il y a un autre problème, et ça c'est un problème qui est global, c'est que tous nos attaquants, en fait, ils ont très peu d'occasions de but. Donc très peu d'occasions de se mettre en confiance, que ce soit Rashford, Martial ou Greenwood. Cavani idem. Hein. Cavani, si on enlève ce match où ça explose ses statistiques, c'est 7 matchs joués, 1 goal. C'est pas exceptionnel. Hein.
Ça, on pourra y venir, mais d'ailleurs, c'est bien que ça soit un sujet à l'occasion, peut-être pas ce soir, mais un sujet à l'occasion. On est tous très contents de la performance de Bruno parce qu'il met des buts, mais actuellement, le dépositeur de notre jeu, c'est lui. Et on n'est quand même pas content du jeu. Donc, on est tous très contents de sa capacité à marquer et nous sauver parce qu'il marque souvent au bon moment. C'est rarement des buts superflus. Mais n'empêche que même s'il a aussi des passes décisives, donc heureusement, c'est ce côté assez finalement qui lui crée de bonnes stats qui le sauve, mais il ne crée pas du jeu pendant 90 minutes. Ça, c'est aussi un problème collectif, je reviendrai après là-dessus. Oui, je voulais juste dire quelque chose pour tous ceux, parce que moi je le défends, parce que Greenwood, j'avoue, je suis un fanboy de Greenwood. Pour moi, c'est un des jeunes joueurs qui m'a le plus fait kiffer, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, j'ai l'impression d'avoir 12 ans. Mais quand je le regarde jouer, pour moi, il a plus de talent qu'un Martial, qu'un Rashford. Pour moi, c'est vraiment le plus gros talent qu'on a depuis Wayne Rooney. Même si Wayne Rooney ne vient pas du club. Et je voulais aussi dire que pour tous ceux qui disent qu'il n'a pas encore le niveau, il faut savoir que Greenwood est devant Martial dans toutes les catégories statistiques avancées cette année. Donc, et il est très proche de Rashford. Il faut savoir par exemple que cette année il est moins décisif Greenwood, mais il était décisif 4 fois en 442 minutes. Donc c'est un joueur qui est décisif tous les 110 minutes pour un joueur qui fait in and out dans la feuille de match. C'est quand même exceptionnel. Il faut savoir que Rashford, hors penalty, c'est 11 fois en 1083 minutes. Donc on n'est pas loin du même ratio. Il a un meilleur ratio Rashford quand même. Martial, c'est que 2 fois en 730 minutes. Et comme j'ai dit, Cavani qui sort un super match, qui gonfle énormément ses stats. Mais avant ça, c'est un but en 7 matchs. Donc non, Greenwood n'est pas en dessous des joueurs qu'on a actuellement à son poste. Et dernier petit point, pour passer après autre chose, je dis il est dans une situation difficile et comme j'ai dit, je ne suis pas certain que Ole Gunnar Solskjaer soit capable de le faire sortir de cette situation. On a vu énormément de problèmes avec Brandon Williams qui a un peu le même traitement que Greenwood. C'est dommage parce qu'il a un beau potentiel en plus, ce jeune, je trouve. Et, il a quelque chose, mais il faut qu'il travaille. Il y a du travail, mais il est développé, il a quelque chose. Exactement, et je pourrais encore mettre en avant Chong, même si je ne suis pas un énorme fan du joueur. Chong qui a quasiment pas joué l'année passée, et Gomez qui est resté derrière Andreas Pereira tout le temps et qui est en train d'exploser le championnat portugais. Donc je ne suis pas sûr que Solskjaer soit le meilleur pour développer les jeunes. Et ça me fait un peu peur pour Greenwood parce que pour moi c'est vraiment sur lui qu'on doit investir. Ça ne veut pas dire qu'il doit jouer 90 minutes tous les matchs, mais on doit avoir un plan spécial Greenwood. Et j'ai un peu peur que ça fonctionne moins bien que prévu. Voilà sur Greenwood. Nathanaël, je voulais parler un tout petit peu de Rea vite fait. Qui a peut-être fait sa première erreur de la saison. Ouais, voilà. Bon, j'insiste bien sur le fait que je suis content du début de saison de l'Espagnol qui semble, et je pense que ce qui explique en bonne partie ce début de saison, c'est la concurrence insufflée par Dean Henderson. Moi, je pense que c'est la principale explication. Et le fait qu'il se doute qu'il commence à être remis en question. Donc, il se remet dans le droit chemin et il fait des bons matchs, sauf, effectivement, à sa première mi-temps. Alors, déjà, on parlait du deuxième but en off. Je vais y revenir. Mais même sur le premier, il n'est pas du tout irréprochable. Il y a 4 personnes devant lui, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué pour sortir là. Il peut quand même mieux bouger son angle quand même. Il a quand même, je trouve qu'il y avait quand même trop d'angle pour le défenseur, pour Bednarek. Même si c'était surtout de mettre Rashford au marquage d'un mec d'1 m 92, c'est stupide. Mais n'en parle pas. Mais voilà. Oui, par contre, si en fait c'est pas de sa faute et s'il fait l'arrêt, c'est un big save. Ouais, oui. Mais il était pas dessus en fait. Je reproche plus de pas avoir été en mesure d'au moins d'être sur d'être en possibilité au moins de faire quelque chose que de ne pas avoir arrêté le truc. Mais là, il était mal placé de toute façon, donc il pouvait rien faire. Ouais. Et c'est son placement que je reproche, pas le fait qu'il n'ait pas arrêté. Et son deuxième but. Quelqu'un au premier poteau. Excuse-moi de te couper. De mémoire, je me souviens plus si on avait quelqu'un au premier poteau. Je crois que c'est Rashford. Non, c'était Fred, je crois, non. Au premier poteau, on avait quelqu'un. Je veux pas m'avancer parce que j'ai pas regardé honnêtement. Mais si on met Fred au poteau, ils ont pas compris à quoi ça servait de mettre quelqu'un au poteau. Je crois que c'est Teles au premier poteau. Bon, c'est pas beaucoup mieux. Donc. Il y a Barry. Et sur le but, on marquait sous Ferguson, on mettait souvent Evra ou Anderson
à ce niveau-là. Donc bon, après Evra avait une bouteille, donc c'est vrai. Mais bref, ce que je disais pour le deuxième but, et là c'était ce qu'on se disait en off. Franchement, la frappe est très bien placée. Hein. On est tous d'accord pour dire que Ward Prowse, c'est vraiment son gros point fort. Ses coups de pied arrêtés sont systématiquement dangereux. C'est un des meilleurs du monde, tout simplement. Un des meilleurs du monde, je pense le meilleur d'Angleterre aussi. Je m'avance un peu, mais je Ah non, sur coup franc, j'aimerais bien voir les statistiques avancées de tout le monde, mais vu que Messi il est dans un énorme creux au niveau des coups francs, je crois que c'est le meilleur tireur de coups francs au monde actuellement. Actuellement depuis 2 ans, donc. Et il avait déjà mis un but, je crois, il y a 2 ans aussi, qu'on les avait 3-2 chez nous, il me semble. Bref. Et avant le jouer de PSG, justement, d'ailleurs, au passage, c'était comme quoi l'histoire sur la tête. Et au passage, ouais, et du coup, sur ce but, voilà, le tir très bien placé, mais par contre, pas très puissant. Franchement, il y avait clairement moyen de l'arrêter, celui-là. Enfin, pas de l'arrêter, de le repousser. Et là-dessus, derrière, était en retard, et en plus, derrière, pas de bol, il se bouffe le poteau. Du coup, c'est un peu compliqué pour lui. Et il a été remplacé par Henderson, qui, je l'espère pour lui, avait beaucoup de vêtements en dessous de son maillot parce qu'il devait attraper froid, le pauvre. Il a rien eu à faire pratiquement, mais bon. Ouais, il y a quand même eu 2-3 frappes au début, mais sur lui. Donc bon, ouais, pas grand-chose, c'était sur lui. Et après, effectivement, sur la fin de match, c'était un peu plus calme. Parce que, juste pour finir sur De Gea, parce que c'est son premier, et c'est même pas un mauvais match, c'est son premier match un poil en dedans depuis le début de saison. Par contre, il y a quelque chose que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est que Henderson parle beaucoup plus et place beaucoup mieux ses défenseurs. J'ai l'impression que c'est un largement meilleur leader que De Gea. Ah oui, ça c'est sûr. Et en fait, quand Henderson joue, j'ai l'impression qu'on est plus solide dans la défense, tout simplement. Solskjaer, là, on a même parlé en interview d'après-match. Ok, donc vraiment, De Gea, j'espère que ça va pas être grave parce que il était revenu à un bon niveau. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de grave. Lui-même a dit sur les réseaux sociaux que ça va aller très vite, quoi. Bon, je suis content. Oui, c'est un coup. Je pense qu'il va avoir l'hématome, tout ça, mais c'est un coup. Je pense que de toute façon, mercredi, ce sera sûrement Dean Henderson qui va jouer. Parce qu'il a quand même joué pas mal de matchs de Ligue des Champions, que c'est un excellent gardien et que si Solskjaer dans un match autant important que ça préfère faire jouer un De Gea diminué plutôt que Henderson à 100%, ça clôturerait pour moi à 100% le débat. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur De Gea ou avant qu'on passe à mon traditionnel coup de gueule sur un certain Voldemort? J'ai bien un petit truc à ajouter concernant De Gea. C'est que il se prend 2 fois le même coup franc en l'espace de 4 jours. Ça, vous ne en avez pas parlé. Ouais. Contre Başakşehir, il se prend le même coup franc. Donc, pourtant, je suis un de ses défenseurs et j'en ai parlé précédemment. Il fait un bon début de saison. Mais Istanbul était plus loin, non? Celui d'Istanbul, il était placé plus loin. C'est le même dans le sens où ça vient du même côté, la distance, peu importe. Mais il prend le même, quoi. Oui, ça c'est vrai. Il peut faire mieux sur les deux, quoi. Il peut faire mieux sur les deux, mais c'est pas des erreurs sur les deux, tu vois. C'est ça que Non, c'est pas des erreurs. Je veux juste souligner que il se prend en 3 jours, il se prend le même style. C'est vrai, il prend 2 coups francs identiques. Ouais, identiques. Ressemble. Ok, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter sur De Gea? Non, je pense qu'on a fait le tour. Non. Alors, vous êtes prêts, les gars? Moi, mon flop. Sortons la guillotine. C'est trop souvent le même. C'est Ole Gunnar Solskjaer et son staff, surtout sur la préparation du match. Le seul point positif, c'est qu'il a pas sorti Matic, puis il a fait rentrer Cavani. Donc son adaptation a été bonne à la mi-temps. Mais moi, il y a plusieurs choses que j'arrive pas à comprendre. Le corner comprend. Rashford au marquage. Si jamais c'est quelque chose qui... Je l'ai marqué sur le forum avant le match. Attention, les coups de pied arrêtés, ils sont très bons. Les coups francs, les corners. Pour avoir regardé plusieurs matchs Southampton, les corners, c'est toujours Ward Prowse qui les tire. Si c'est sur son bon pied, c'est toujours intérieur au premier poteau. Et si c'est sur l'autre, c'est un peu moins facile à lire. Qu'est-ce qu'il fait sur le premier corner? Ridicule. Rashford sur Bednar, il lui rend peut-être 6-7 cm facile. Même quasiment 10.
Donc non, même sur le déplacement, il le mange. Ouais. La différence se fait même pas au moment de sauter, elle se fait sur le déplacement parce que son déplacement, il se met seul au milieu de 4 joueurs. Je comprends pas. C'est aussi un problème général qu'on reviendra une fois dans un autre forum, mais que ce soit sur les phases, depuis qu'à Solskjaer, depuis que ce soit sur les coups de pied offensifs, coups de pied arrêtés offensifs ou défensifs, on est à la rue. Il y a un autre problème, c'est qu'on a de nouveau vu un changement tactique, c'est-à-dire qu'on est repassé en 4-4-2 losange au début du match, avec de nouveau un changement d'homme. Donc c'est pas pour rien qu'on n'a toujours aucun collectif. Hein. D'ailleurs, il cherche, clairement. Mais c'est pas normal, après 2 ans, on n'a toujours pas de système de jeu. Et je parle juste de système de jeu. Parce que, en plus d'un problème de système, que ce soit 4-2-3-1, 4-4-2 losange, bref, de n'importe quel, ou 3-5-2, des fonds 3-4-3, le problème c'est qu'on n'a aucune animation. Et ça c'est problématique. Sur la première mi-temps, on a vu ce que c'était d'avoir un coach qui arrive à mettre un collectif en place, parce que le collectif de Southampton était de très haut niveau vu les joueurs à disposition. Deuxième mi-temps. Je suis pas complètement d'accord. Hein. Défensivement, Southampton était collectivement dans la transition, mais dans la transition, le jeu de possession, le placement. Oui, après il y a plusieurs fois où Vestergaard, j'ai pas compris pourquoi il s'est pris pour N'Golo Kanté, mais oui, mais sinon sur le collectif, au niveau des schémas de relance, eux c'est simple, ils ont un simple schéma de relance transition qu'on n'a jamais vu depuis Solskjaer chez nous. Et pourtant ils jouent un 4-4-2 à plat comme il y a 20 ans. Hein. Basique de chez basique. Et pourtant il y a un meilleur sens collectif. Et au final, je sors de ce match où je me dis, on ne construit toujours rien. Quand je dis on construit, c'est-à-dire qu'on construit toujours rien sur l'avenir parce qu'on n'a toujours aucun plan. J'ai l'impression que oui, on gagne 3-2. On gagne surtout pour moi pour 2 choses. Les individualités, parce qu'on a quand même un des top 10 effectifs au monde. Tout simplement. Et il y a une autre chose qu'il faut mettre en lumière dans les points positifs, parce que je vais vite dire 2 mots là, parce je ne vais pas en parler, mais nos préparateurs physiques font un taf incroyable, parce qu'on domine toutes nos équipes physiquement en deuxième mi-temps. Et quand je dis on domine, c'est même pas proche. Hein. On les déclasse physiquement en deuxième mi-temps à chaque fois. Ah bah oui, c'est ce qu'on voit avec Leipzig. Il y a un changement par rapport à l'année dernière, et il y a même un changement par rapport à ce début de saison. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a comme un déclic. Il y a quelque chose qui a dû changer en interne. Ils n'ont pas communiqué là-dessus, mais il y a quelque chose qui a dû changer en interne. Donc voilà, moi mon coup de gueule hebdomadaire sur Solskjaer, c'est que comme j'ai toujours l'impression que même si on regarde les goals, au final j'ai regardé, on a 6 tirs cadrés, donc on a les 3 buts, très bien. Au-delà de ça, on a la seule action de Greenwood, où c'est pas une action, où c'est Greenwood qui tire et après il y a Bruno qui retire. Sinon, il y a un shoot de 30 mètres dans les mains du gardien. Donc il y a toujours rien. Et comme j'ai dit, il y a toujours ce sentiment d'urgence à chaque match. Et j'ai pas l'impression qu'on construit. J'ai regardé des matchs d'équipes bien plus faibles que nous sur le papier. Et mais même si on regarde un Manchester City qui sont dans le dur, eux au niveau des blessures, on a encore de la chance, nous on n'a quasiment pas de Covid alors qu'ils ont eu quasiment toute l'équipe. Mais tu peux pas comparer. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que oui on gagne, tant mieux. Est-ce qu'on construit ? Je pense pas. Est-ce que vous avez un mot à... Est-ce que vous me trouvez trop dur et trop axé sur Solskjaer, ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord, ou qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au point que je soulève là ? Est-ce que je suis à côté de la plaque ? Ou pas ? On va commencer par Nat. Non, je suis plutôt d'accord avec toi, même si je nuancerais un petit peu, et en particulier sur ce match, notamment en me concentrant sur l'adversaire. Faut savoir qu'on a quand même un adversaire particulièrement. Alors déjà, le miracle du match, et comment ça se fait qu'il n'y a eu qu'un seul carton jaune brandi de toute la rencontre, avec toutes les têtes de boucher que j'ai pu voir. Mention spéciale au passage à Oriol Romeo, là, qui en est pas à son coup d'essai avec nous, là. Je comprends pas comment il n'a pas pris de carton sur son intervention. Bref, ça c'est. Mais c'est vrai qu'ils avaient un style de jeu particulièrement physique, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais insisté sur le fait qu'en off, qu'il fallait pas sortir Matic, il fallait le laisser justement, parce que sinon ça aurait été le meilleur moyen pour qu'on prenne encore plus lourd en deuxième mi-temps. Parce que j'ai rarement senti autant de... Enfin, physiquement, même si dans les transmissions c'était simple, mais c'était surtout physiquement qui nous dominait, quoi. Et c'est pas si évident que ça d'être propre techniquement. Parce qu'à part Matic, finalement, je me rendais compte qu'il n'y avait aucun joueur pratiquement qui savait relancer correctement, quoi. Maguire, à la limite, ça va, mais les autres, c'est compliqué d'être vraiment au top dans la construction quand en face, ça presse non-stop, en tout cas en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, ils étaient cramés. On a vu qu'ils étaient émoussés, donc c'est là qu'effectivement nos qualités physiques se sont mises en évidence. Mais
pense que même s'il y a quelque chose de constructif, c'est pas évident. Je veux dire, si en face ça presse beaucoup, c'est pas évident de tirer sur l'épingle du jeu, quoi, je trouve. Enfin, quelque part, il y a une petite circonstance atténuante, quoi. Oui, alors je suis d'accord avec toi sur Southampton n'est pas une équipe facile à jouer, mais si on prend les 11 joueurs qu'on avait sur le terrain et les 11 joueurs qu'ils avaient sur le terrain, il n'y a aucun de leurs joueurs qui joue chez nous. Aller à la limite World Pros dans une rotation au milieu, mais sinon, il n'y a aucun joueur qui... où je suis pas d'accord où je suis d'accord et pas d'accord en fait avec toi, c'est que je suis d'accord sur ton argumentation. Si ça avait été un match isolé, c'est ça. Oui, c'est ça. Le problème c'est que sinon les bons matchs qu'on a fait c'est très rare et c'est très épisodique parce qu'on regarde là on gagne 4-1 face aux maçons d'Istanbul en semaine. Ah oui. Le match d'avant contre West Brom c'est très J'ai pas vu le match et je regrette pas, hein. très très faible. On perd face à Istanbul. Là. Bref, en fait, il n'y a aucune continuité et j'ai vraiment l'impression qu'on doit se sauver à chaque match et que chaque match est un combat. Et au-delà pour le moment, on est béni des dieux sur les blessures et le Covid par rapport aux autres équipes. Si on compare par exemple avec City et les pires, Liverpool doivent bientôt m'appeler moi pour aller jouer. Ouais. Mais pour le moment, on est béni des dieux et pourtant. Pour une fois, au passage, j'insiste sur ce point, pour une fois. D'habitude, c'est nous qui bouffons plus les blessures. Ouais. Donc on va pas s'en plaindre. Ça va arriver, ça t'inquiète. Mais c'est justement, j'ai peur que Bruno Fernandes, par exemple, qui aujourd'hui est le seul, pour moi, sans Bruno Fernandes, si au mois de janvier l'année passée, Bruno Fernandes ne signe pas, Solskjaer serait déjà plus en place, parce qu'il masque énormément de choses. Et ce qui me fait peur, c'est que il enchaîne. En fait, il y a plusieurs joueurs clés, c'est-à-dire Maguire, que même si peu de monde l'apprécie, est un joueur clé. Lindelof est un joueur clé. Rashford est un joueur clé, Fred est un joueur clé et Bruno est un joueur clé. Pour moi, c'est les joueurs principaux du système, entre guillemets, de Solskjaer, et ils enchaînent les matchs. Eux, ils jouent. Bruno, il y a peu de matchs où il joue pas tout le match. Et j'espère, je prie pour qu'on n'ait pas un problème avec lui. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur mon monologue anti-Solskjaer ? Oui, alors c'est plutôt pour compléter que rajouter. Je suis assez d'accord que j'ai un problème aussi avec Solskjaer actuellement, c'est qu'il n'y a pas de combinaison de jeu du tout. Donc je reprends un peu ce que tu disais par rapport au jeu de relance. Mon problème finalement il n'est pas tant à la relance parce que quand le ballon est à peu près au niveau de nos défenseurs centraux, bon, non, je vais me reprendre. Quand il est au niveau de Maguire, ça va. Parce que si je prends une ligne de l'œuf, non. Quand c'est au niveau dans les pied de Matic, il ne joue pas beaucoup vers l'avant, mais latéralement ça va. C'est-à-dire que latéralement quand même, généralement, il se débarrasse pas de la patate chaude. Généralement, il élimine le joueur qui est sur lui et il distribue proprement. Donc du coup, il laisse un petit peu d'air à la personne à côté de lui pour relancer proprement. Mon problème se situe en fait à partir de cette ligne-là. C'est-à-dire que en fait, à partir de là, on cherche Bruno et c'est tout. À partir de là, on cherche Bruno. Si Bruno arrive à distribuer, tant mieux. S'il n'arrive pas à distribuer, soit on est en contre-attaque et Rashford a déjà lancé une course, ça fait déjà 20 mètres qui court et on espère l'avoir dans la course, soit en fait on est arrêté et on en est tous là à pester, à dire qu'il ne se passe rien quand on joue. On a un vrai problème de distribution. Comme tout le monde, je vois pas comment on pourrait cracher sur Bruno vu comme il pèse statistiquement parlant, c'est impossible de faire autrement et qu'il soit là et qu'il ait le ballon. Je suis le premier à le dire. Mais j'ai en parallèle un problème quand même avec Bruno dans le sens où je ne suis pas du tout content de sa distribution. Alors, soit c'est un problème de départ de ballon et c'est sa distribution qui va pas, soit c'est nos joueurs qui sont pas capables de trouver de l'espace et de se dégager. Je sais pas où se situe entre les deux le problème, mais il se situe. Soit c'est pas travailler à l'entraînement. Si c'est travailler à l'entraînement, ils mettent que des pots, il n'y a pas des joueurs qui remplacent les adversaires parce on a un vrai problème en fait. Parce que Bruno perd beaucoup de ballons quand il s'agit de passes courtes. Et quand il s'agit de passes courtes, c'est quand on est dans le dernier tiers du terrain. Pour finir, parce qu'il faut qu'on avance sur ton point, je suis complètement d'accord. Pour moi, le problème est un problème d'animation et c'est pour ça que je milite sur un changement de coach. Quand tu vois l'animation qu'a réussi à mettre Southampton, surtout Hasenhüttl, qui est pour moi un coach largement sous-coté. Mais avec des joueurs plus que moyens, en fait, à part World Pros, il n'y a aucun joueur qui serait même dans nos 23.
Allez, Il y a Ings, mais il n'a pas joué. Voilà, Ings n'a pas joué, c'est vrai. Pas dégueu. Ings, c'est pas dégueu, mais bon, Ings est blessé depuis une ou deux semaines. En fait, il n'y a pas d'animation et il y a un manque de dynamisme autour du ballon, il n'y a aucune combinaison. Et quand tu regardes, parce qu'aujourd'hui, Bruno Fernandes est comparé au top du top à son poste. Si vous regardez les matchs de City, alors moi je préfère largement De Bruyne à Bruno Fernandes dans le type de joueur. De Bruyne arrive plus facilement à créer aussi autour de lui, est un meilleur passeur que Bruno aussi, même si c'est un moins bon finisseur, même si sur les goals, il faut quand même dire que sur les statistiques, il a marqué 12 pénaltys. Alors, je dis loin, comme tu as dit, loin de moi l'idée de remettre en question l'apport de Bruno, mais c'est vrai qu'il faut quand même mettre ça en perspective. Je suis le premier à le dire aussi, hein. Les pénaltys, ça aide. Dans le compteur, ça aide. Mais là, j'ai pas envie de l'incriminer lui, parce que en fait, autour, il y a rien, il y a aucun mouvement, et on va revenir dans les tops. Cavani nous sort 2 goals. En fait, il y a eu un appel sur le dernier goal, un miracle but. Sur le deuxième, c'est boum badaboum, et puis voilà. Puis sur le premier goal, Gérard, si nous on encaisse le même goal, je vous promets qu'on est les premiers à mettre toute notre défense au pilori parce que le manque de réaction avec Bruno dans les 16. Mais bref. Pour finir sur Solskjaer, parce qu'on doit passer sur le positif, je ne vois pas d'amélioration match après match. Lui, il dit que l'équipe peut être de mieux en mieux. Et il m'énerve parce qu'il va flex dans les médias alors que en fait on a juste un effectif qui est j'ai fait le classement aujourd'hui, pour moi en Europe qui a un meilleur effectif que nous, il y a le PSG, Dortmund, le Bayern, Liverpool, mais pas le Liverpool actuel, City, Chelsea, Barça, Real, et on discute avec Atlético, et la Juve on discute, même si pour moi on a un meilleur effectif. Donc on a un des meilleurs effectifs, mais on fait rien. Moi, j'ai juste une petite nuance à apporter sur ce que tu as dit, Antoine, si tu me permets. C'est quand tu critiquais, entre guillemets, le fait que le 11 change quasiment à chaque match et tu parlais du choix des hommes, il n'y a pas de continuité, en fait. Si je me trompe pas. Oui, j'ai critiqué ça, oui. Moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, parce que l'année dernière, justement, on se plaignait que le 11 ne changeait pas, que les joueurs étaient quasiment tous cramés. Cette année, justement, ça fait partie des points positifs, entre guillemets, si on peut retenir les transferts. Le problème, c'est que ça permet d'alterner, on va dire, le match après, même si je suis d'accord avec vous que Bruno enchaîne tous les matchs, et ça, c'est pas bon, par contre. Moi, je suis pas d'accord du tout, parce que, oui, il fait plus tourner. Premièrement, il a le droit de faire ça intelligemment. C'est pas interdit. Oui, ça il a le droit de pas être sur FIFA puis à changer 2 dispositifs et 6 joueurs d'un coup. Le problème, c'est qu'on n'a aucun collectif, on n'a aucune base tactique actuelle depuis 2 ans et que en fait, on est sauvé par les automatismes que certains joueurs ont entre eux et par Bruno, parce que c'est clair que Bruno, si à chaque match il sort un but de nulle part et il nous fait une passe décisive, on sera en position de gagner chaque match. Et le problème, c'est que si tu changes de dispositif, donc les joueurs sont perdus, et tu changes les hommes, il arrive ce qu'on voit cette année. Alors oui, il y a un peu plus de rotation, mais c'est pour ça qu'on n'a pas de jeu, parce qu'il n'y a aucun automatisme entre les joueurs. Le jeu, on ne l'a pas depuis un moment, comme tu as dit. Donc mais ça, c'est ça. Le problème est là. Le problème, c'est que toi, par exemple, Liverpool, ils continuent de gagner des matchs, même s'ils ont le remplaçant du remplaçant, parce qu'en fait, le schéma est maîtrisé, et qu'il y a une animation, et qu'ils peuvent jouer comme ça. C'est sûr. Mais je préfère changer, entre guillemets, comme tu dis, 4-5 joueurs. Bon, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive fréquemment. Plutôt qu'avoir le même 11 pendant 4, 5, 6 matchs d'affilée. Et t'as les mecs qui deviennent, qui sont cramés et qui justement arrivent plus du tout à être performants parce qu'ils enchaînent tous les matchs. Oui, mais ils sont après le restart, on a vu ça, on mettait les mêmes équipes. Donc au début, ça fonctionnait bien. Puis après, les mecs, ils étaient sur les genoux, quoi. Mais les gars, là, sur le restart, on l'a fait 7-8 matchs de suite où il n'a pas changé et en plus, avec ça, il ne faisait aucun changement en cours de match. Là, moi, ce que je demande, c'est que 2, 3, 4 matchs, il garde les mêmes joueurs ou le même système ou un des deux. Là, le problème, c'est qu'on change de système et d'homme. Ça veut dire que tout le monde est perdu et c'est pour ça qu'on fait une bouillie de football. Alors oui, on gagne des matchs parce qu'on a quand même des super joueurs. Mais tu peux pas construire comme ça un collectif, c'est impossible. Mais par contre, c'est pas interdit que on garde le même système.
si croit en son 4-2-3-1, garde ton 4-2-3-1. Si tu crois dans ton 4-4 de losange, prends ton 4-4 de losange. Au moins qu'il ait un avis. Parce que là, actuellement, il a aucun avis. Il fait comment il pourra mieux sauver son poste, j'ai l'impression. Mais tu peux se dire que si tu as ton 4-2-3-1, tu peux, tous les matchs, tu changes un joueur. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est Cavani qui commence. Le match d'après, il peut pas. Donc tu mets Martial, ou tu mets Greenwood, ou tu mets Rashford, tu les permutes en attaque. Un match c'est Fred Matic, un autre tu mets Fred Van de Beek. Là tu peux, mais là le problème c'est qu'ils changent 3 joueurs d'un coup plus le système, et c'est pour ça qu'on n'a pas de collectif, parce qu'ils sont perdus les joueurs. Mais et, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler. Pour le moment les gens diront qu'ils me donnent tort parce qu'ils gagnent, mais moi en fait même les victoires ils me donnent de plus en plus raison dans mon état d'esprit. Donc j'espère un changement, que ce soit lui drastique, où on pourra pas, déjà ça nous coûte énormément physiquement et mentalement ce genre de match, et on n'aura pas la réussite ou la chance de revenir tout le temps comme on l'a fait hier. Voilà pour finir sur les flops. On va passer au top. On va quand même passer sur les côtés positifs de cette victoire, j'allais dire belle victoire, cette belle victoire dans le scénario, on dira, plus que dans le contenu. Et Jérémy, tu voulais commencer par parler du métronome hier, même s'il y a eu plusieurs matchs difficiles. Je voulais commencer par Matic, tout à fait. Qui a servi effectivement de métronome, qui a servi, je dirais même de mur, dans le sens où pas mal il était bon sur les interceptions, il était bon sur les duels, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, il a été capable de redistribuer proprement, donc en gros il a fait tout ce qu'on attendait de son poste d'un milieu défensif. Petit bémol, à la limite, il aurait pu peut-être un peu plus se projeter vers l'avant, mais c'est pas trop son style de jeu. Il a fait ce pour quoi on l'attendait, et il l'a bien fait, au point qu'au final, on le remarque sans le remarquer, j'ai trouvé. C'est-à-dire que finalement, il n'a pas été flamboyant à l'œil, mais quand tu prends le temps de regarder, c'était le bon travail de l'ombre qu'il fallait. C'est celui, je trouve, qui nous a permis d'être, malgré le score, parce que c'est sûr qu'être mené 2-0 très rapidement, on pourrait croire qu'on prend l'eau. Au contraire, je nous ai trouvé serein, ce qui n'a pas toujours été le cas de tous les matchs. Et je pense que la stabilité défensive est venue clairement par lui. Parce que nos défenseurs, finalement, n'ont pas eu tant de boulot que ça à faire, parce que le jeu s'arrêtait souvent à lui quand il s'agissait de briser une attaque. Et pour ça, j'ai trouvé que, pour moi, il ressortait top du match. Bien évidemment, il y a Cavani, on va pas se mentir, hein. Je veux dire, c'est facile à ce moment-là de mettre Cavani, vu que là, c'est clairement le sauveur. Mais j'avais envie de juger sur 90 minutes. C'est aussi un poste qui est ingrat, souvent. Et je pense que là, vraiment, ça faisait plaisir d'avoir vraiment un joueur propre. Je veux dire, ça aurait été Fletcher qui l'aurait fait à l'époque de Ferguson. On aurait loué Fletcher en disant que c'était un gros travailleur de l'ombre. Il faut dire ce qui est, Matic a fait le boulot, clairement. Donc pour moi, j'ai pas joué facilité en mettant Cavani, je vote Matic. Le problème de Matic, c'est son état physique, et qu'il peut pas enchaîner ces performances-là. Parce que, comme tu l'as dit, en fait, c'est le métronome. Quand lui est très bon, généralement, on est bon. Le problème, c'est que il a cette lenteur due à son âge et au nombre de kilomètres qu'il a parcouru, mais hier il a été excellent. Et moi je vais continuer, en fait, vu que moi mon top il était juste à côté de lui. Surtout en deuxième mi-temps, on est repassé en 4-2-3-1, c'est Fred. Je voulais parler un peu de Fred parce que pour moi, honnêtement, vous savez que je suis aussi un de ses supporters numéro 1, même dans la tourmente depuis son arrivée. Actuellement, il y a peu de récupérateurs au-dessus de lui au monde. J'en vois peu. T'as ceux de Liverpool, mais bon, Fabinho, il joue en défense centrale, les autres, ils sont blessés. Tu regardes des Casemiro, ils sont dans le dur. Pour moi, aujourd'hui, il est au moins autant fort que Kanté. Sur l'homme, il est incroyable. Il a amélioré sa qualité technique. Il perd moins de ballons, même si c'est toujours pas Modric. Et je vois peu de joueurs, honnêtement, dans son style, qui sont au-dessus de lui. Avec autant de volume, non, il n'y en a pas beaucoup. Avec autant de volume de jeu, il n'y en a pas beaucoup. Il a cette arme, et en fait, il y a une année, même cette... encore plus il y a une année. S'il y a une année, on vous avait dit, écoute, on aura Bruno, Pogba, Van de Beek, McTominay, Matic, mais celui qui est indéboulonnable, quoi qu'il arrive, au milieu de terrain, en plus de Bruno, c'est Fred, personne n'aurait cru. Et moi je continue à dire que Fred pour moi était un largement meilleur joueur que McTominay, et actuellement il est plus utile que Pogba. Alors face à des équipes bloc bas qui vont défendre, il va servir un peu moins, mais
contre des équipes comme Southampton qui a un peu joué quand même, il va être très intéressant et il va être encore plus intéressant cette semaine et important cette semaine face au PSG. Donc je voulais faire un petit big up à Fred qui, après une première saison très compliquée, s'est imposé comme un de nos leaders. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Fred ? Non, il fait partie de ceux qui font le taf, donc c'est quand ils font le taf, en général, t'as pas toujours des choses à dire, vu que c'est bien fait. Exactement. Il fait surtout partie des seuls qui sont réguliers. Ouais. Après, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire en soi hier, mais je suis d'accord sur ta réflexion d'un point de vue plus global. Mais hier, je l'ai trouvé un petit peu en dessous d'habitude, honnêtement. Alors, il a été un peu plus... en fait, comme toute l'équipe, perdu en première mi-temps, dans ce 4-4 de losange avec Matic, Van de Beek et Bruno. Perdu. Comme chaque match qu'on a joué comme ça, hein, on est perdu. Et en deuxième mi-temps, quand on est revenu sur le 4-2-3-1 où il était à côté de Matic, je l'ai trouvé très très bon. En fait, il arrive à casser les actions adverses très très tôt. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Même Matic sur l'homme, en fait, il a plus le physique, mais il n'arrive pas à casser les actions adverses comme arrive à le faire un Fred, où il me fait vraiment penser à Kanté dans ses bonnes années, dans ses meilleures années. En profil, il me fait penser à l'année où il a flambé, parce qu'il n'a pas flambé longtemps, même s'il joue encore à Mvilla. L'année où il avait flambé, le joueur français, quand il a flambé, il avait le même profil de jeu. Courir énormément au milieu, petit. Je le trouvais moins mobile, moi, Mvilla, excuse-moi. Tu le trouvais moins mobile ? Ouais. Par contre, un peu supérieur balle au pied quand même. Oui, techniquement, c'est un peu plus propre. Ouais. Donc, félicitations à Fred un Brésilien qui arrive déjà, qui performe à Manchester, c'est un Sud-Américain qui performe à Manchester, c'est assez rare. Généralement, on est plus sur des... En plus, un Sud-Américain qui arrive à passer et à surpasser une année complètement ratée lors d'un premier année, c'est encore plus rare. Donc, félicitations à Fred. Et pour parler d'un autre Sud-Américain, vous avez eu la transition. Bien sûr, Nathanaël, tu voulais parler de la superbe mi-temps d'Edinson Cavani. Je tiens quand même à dire que je l'ai insulté après 10 secondes parce que comment un joueur pro, et c'est la seule ombre au tableau avec 2-3 problèmes techniques, comment un joueur pro peut rater les 15 premières secondes d'une mi-temps parce que t'as pas mis tes chaussures? J'ai même pas fait gaffe. Vous avez pas vu ça? Non, j'ai pas vu. T'avais vu, Jérémy? Non, je l'ai pas vu non plus. Alors vous avez pas, j'ai vu qu'il se rechaussait, mais j'avais pas compris. Je pensais qu'il avait choisi les mauvais crampons, justement. Non, il attendait de mettre ses chaussures et puis il a raté les 15 premières secondes à côté du... Donc ça, je l'ai insulté sur le forum d'ailleurs, mais bref, au-delà de ça, après, comme j'ai dit, quelques problèmes techniques qu'il aura toujours. Nathanaël, tu vas dire, il y a peu de choses à rater. Tu l'as insulté sur le forum. Attends, il faudra qu'on revoie avec Jérémy, tout ça. C'est pas sérieux. Ça va pas aller. Sérieusement, plus sérieusement, je suis plutôt, je vais enfoncer les portes ouvertes, franchement. Mais voilà, il rentre. Déjà, il est décisif. Et honnêtement, peut-être que je suis pragmatique, comme je l'ai expliqué une autre fois, j'étais plutôt pragmatique sur ces trucs-là. Un attaquant, même s'il est mauvais, mais qui marque, moi je suis content. Mais en plus, il a été bon, il a apporté. Déjà, on parle de ses 2 buts, mais il y a aussi sa passe décisive. Je suis pas sûr que Rashford ou Greenwood aura eu la présence d'esprit de faire cette passe-là à ce moment-là, honnêtement, j'en doute. Voilà. Après, les 2 buts qu'il met, ce qui est super intéressant, c'est que, comme on le disait en off, c'est un but de vrai neuf, quoi. C'est un but de renard des surfaces. Tu te dis, le ballon à mince, il est perdu. Et là, d'un coup, tu le vois surgir et hop, il met sa tête bien au fond des filets. D'ailleurs, on va dire que sa course sur le deuxième but, ça fait plaisir de voir enfin un mouvement d'un vrai attaquant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et en fait, j'étais pas grand fan chez nous vraiment de Zlatan, mais en fait, retrouver un neuf qui a un peu du mouvement et qui a un peu de la technique d'un neuf, ça fait plaisir quand même. Dans les appels dans la surface, Lukaku c'est aussi très fort. Hein. Alors le problème, on l'a pas utilisé comme il fallait. Donc, le problème de au début, oui, Mourinho, oui. Au début, les premiers matchs, il faisait des superbes appels. On a profité un peu de son imposant physique sur des centres et sur des superbes coupes sur les centres. Après, le problème, c'est que il est aussi arrivé au début de Solskjaer qui l'a fait jouer ailier droite dans l'animation. Et en plus de ça, lui, il n'a pas eu Telles pour centrer, ou il n'a pas eu Bruno pour centrer. Donc, on pourrait y revenir de ça. Pour l'instant, Telles qui nous a été vendu comme quelqu'un de très bon sur coup de pied arrêté.
Donc centre et coup de pied arrêté. Pour l'instant, je sais pas si vous avez vu nos corners. Oh, c'est les pires, quoi. J'arriverai jamais à Je comprends pas. Pourtant, il paraît qu'il est tellement bon au point de pouvoir prendre des coups francs. Bah, pour l'instant, c'est. Il y en a qui a... moi, je trouve que ses C'est corners pas- étaient vraiment bien tirés. Le problème, c'est que, mais ça, c'est un autre débat. On va pas rentrer là-dedans. Mais moi, par contre, je comprends pas pourquoi Solskjaer, il fait tirer à chaque fois Bruno à droite et Telles à gauche de manière à ce que ça soit sortant, alors que les corners rentrants, comme ceux de Ward-Prowse, sont souvent plus efficaces que les corners sortants. J'ai jamais compris cette manie de faire que des corners sortants. Bon, ça, c'est une autre histoire. Surtout juste pour putain. En fait, le principe d'un corner rentrant comme ça, c'est de gêner la sortie du gardien. Et on a en Maguire peut-être le joueur qui est le plus capable de gêner une sortie d'un gardien sur un centre rentrant et de la dévier. Mais ça, bon, bref, on l'utilise pas. Même Ça, Matic. Ouais, Matic, il a c'est le plus physique compliqué. pour être au milieu. Il a le Ouais, physique, il est grand, il est je large. préfère l'avoir à la retombée, lui. Mais même un Lindelof, même un Cavani, même quand on avait Lukaku, ça fait des années où on est horrible sur corner et sur coup de pied arrêté, santé comme ça, alors qu'on a eu Bruno qui est un super tireur, Mata qui est un super tireur, on a Telles qui est un bon tireur, on a eu aussi quand même des joueurs capables de mettre les têtes, hein, parce qu'entre Lukaku, entre Pogba, Fellaini. Maguire, Fellaini, ouais, bon, Fellaini a tout de suite été mis au placard depuis Solskjaer. Mais sinon, même McTominay, tout ça, on n'est jamais. Ou Victor Lindelof, qui est aussi grand et qui est assez dangereux avec la Suède, sur le coup de pied arrêté. Mais c'est vrai que ça, c'est un problème. Mais bon, la course de Cavani, c'est vrai qu'on l'avait plus revue depuis quelques fulgurances de Lukaku. Et sinon, comme tu dis, il braque, honnêtement, quoi. ça m'a fait presque plus plaisir que le but, hein, la course. Hein. Vraiment, un mouvement, quoi. Un mouvement de football, quoi. Par contre, ouais, vas-y. Non, je dis juste magnifique et on en reviendra. Moi, j'en reviens toujours au même problème. On a eu un coach qui a fait ses choix. C'est le seul choix qu'il a fait depuis le début depuis son début de mandat, un vrai choix fort, où il a décidé de jouer sans attaquant de pointe ou avec un faux attaquant de pointe qui est Martial. Mais si tu regardes toutes les grandes équipes, le Liverpool c'est un peu différent, mais c'est un vrai attaquant. Alors c'est pas un attaquant commun, mais c'est un vrai attaquant. C'est pas un ailier repositionné. Si vous regardez Lewandowski au Bayern, si vous regardez actuellement ce que fait Ronaldo depuis qu'il est à la Juve, ou si vous regardez, en fait, Haaland, toutes les meilleures équipes, Benzema, toutes les meilleures équipes en fait ont un vrai buteur devant. Mais buteur, c'est pas seulement mettre la balle au fond, c'est les bons déplacements, les bons mouvements. Et Cavani, même si il ne faut pas s'enflammer du tout parce que, comme j'ai dit plus tôt, avant ce match-là, c'est 7 matchs, un but et c'est Cavani en fait. On le connaît depuis, il a 33 ans, il ne va pas changer. En fait, il fait des mouvements qu'on ne voit plus dans le jeu depuis. Et puis, d'un côté, je trouve ça grave que ça nous choque de voir un bon appel d'un attaquant. Sans enlever le super match de Cavani, qui a été exemplaire aussi. Ouais, bon, bref, je vais te laisser parler parce que moi je trouve ça triste moi j'arrive à m'enthousiasmer. Bon, comme tu dis, Jérémy, moi ce qui m'a le plus plu, c'est pas ses 2 buts et une passe, c'est tout son boulot de déplacement, ses appels et le travail de pressing. C'est du foot. C'est du foot et on arrive à s'extasier devant un attaquant qui fait des appels et qui défend un minimum. C'est dire où on en est. Pour finir ce que je disais, du coup, déjà, moi, à un moment donné, j'étais avant même que, déjà, dès les premières minutes, on sentait déjà que le mec, il y allait à fond sur le pressing. À un moment donné, il a mis la misère à Vestergaard, qui pourtant est un colosse, quoi. À un moment donné, il a vraiment mis un énorme coup de pression au Danois et hop, le Danois, il tombe comme une petite fille. Ouais, c'était assez drôle à voir. Et surtout, à un moment, quand il met sa tête à côté, là, j'étais en mode assez sûr, il va marquer. Effectivement, il met ses 2 buts. Et voilà, et je vous rejoins sur ce que vous dites. Franchement, très très bons appels, bons déplacements. Par contre, juste pour revenir sur la stat que tu as dit, 7 matchs, un but. Bon, combien de matchs complets sur les 7 matchs, quoi? Aucun. Tu vois c'est pas, tu vois, c'est des stats en termes de minutes dans ce cas-là, je trouve. Mais voilà, juste petit bémol ce que je mets sur ce que tu avais dit, mais sinon, je suis plutôt d'accord avec toi. Oui, petite question parce que Mohamed avait le même top. Est-ce que vous le mettez titulaire lors des prochains matchs? Face à Paris, oui. Face à Paris, oui, juste pour le. Il connaît son équipe face à Paris. C'est ça, juste pour l'histoire. Déjà, oui, parce qu'il a raté à l'aller. Donc, puis bon, les anciens joueurs d'une équipe, on sait que c'est capable. Face à Paris, oui, clairement.
Oui, et puis même physiquement, il commence à monter en régime. La confiance, elle est bonne. Il sort d'un doublé. Donc oui, et puis Martial apparemment ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Donc si tu Et le mets Martial pas, est nul. au-delà de ça, il s'est pas entraîné. Donc il est encore souffrant apparemment. C'est Donc vrai. Cavani, oui, titulaire, oui. C'est vrai que moi, je veux dire, je suis un peu embêté. Et je vais de nouveau faire le méchant petit canard. Euh, C'est-à-dire que Martial, sur ce début de saison, comme j'ai marqué sur le forum, je vous laisse aller monter, il a un apport offensif qui est équivalent, inférieur à Maguire et Lindelof. Donc, ce qui est quand même assez terrible. Si vous avez regardé, il fait 0,22 passes clés par 90 minutes. C'est-à-dire que il a fait, en 5 matchs, il a fait qu'une seule passe clé. Il faut savoir qu'une passe clé dans le domaine des statistiques, c'est une passe qui amène un shoot. Il faut savoir que c'est moins que Lindelof et Maguire, ce qui est quand même un peu problématique. Bref, donc Martial pour moi ne doit pas jouer. Greenwood ne va pas jouer parce que sa mi-temps n'a pas été bonne et qu'il n'y a aucune raison qu'il soit titulaire. Mais c'est-à-dire que si tu fais jouer Cavani, tu fais jouer un joueur qui est assez faible dans la construction, qui ne pourra pas jouer sur la vitesse. Et Après, il n'est pas si lent que ça non plus pour un mec de son âge. ouais. Non, mais en fait, où je veux en venir, c'est que on a dégagé Lukaku pour justement arrêter de jouer avec des joueurs comme ça, dont beaucoup étaient d'accord avec ça. Et là, on revient en arrière. Est-ce que Je ne suis pas convaincu que Greenwood ne joue pas contre Paris. Hein. Partant du principe, si tu fais pas jouer Martial, je précise, si tu ne fais pas jouer Martial, ça a l'air compliqué, je suis pas sûr que Greenwood ne joue pas. Hein. Si Martial joue, c'est possible que Greenwood ne joue pas. Mais si Martial ne joue pas, je serais pas surpris d'avoir Cavani au milieu, Greenwood à droite et Rashford à gauche. Moi, je pense qu'on aura un 3-5-2 avec Tuanzebe, Maguire, Lindelof. Mais Tuanzebe est out, hein, non? Ah oui, Tuanzebe out. Bon, on aura sûrement Bailly sorti de nulle part ou bien. Je sais même pas où il est, Bailly. C'est vrai que ça fait. Mais la double, on aura. Enfin, je pense qu'on aura Rashford, Cavani devant. Avec Bruno derrière lui et puis Matic. Matic, non, Macto, la même que Macto est blessé. Que l'aller. McTominay Matic sur ce match. Je dis pas que c'est mieux qu'il y ait McTominay. C'est juste que je sens plus McTominay que Matic. Mais il est out aussi, hein. Ah ouais. Ah ça j'avais. Ouais, là il était blessé ce week-end. Hein. Ah, ok, d'accord. Et pour moi. Solskjaer a dit qu'il avait un petit espoir que Pogba soit présent, donc on sait que ça veut dire non. Et il a dit par contre qu'il avait moins d'espoir pour McTominay. Donc ça veut dire non, mais le mec il fait jouer des mecs qui sont même pas à 100% physiquement, dès qu'ils sont, comme on disait, dès qu'ils sont en blessure, allez bam, 90 minutes. Ouais, c'est ça qui me choque, c'est qu'il espère avoir Pogba alors que le gars il est blessé. Enfin, ouais, non, mais certain. Il a pas dit qu'il voulait le faire jouer titulaire non plus. Hein. Oui. Mais bon. Alors, je suis le premier à tacler Solskjaer sur sa gestion, mais moi, si Pogba il est apte à jouer, je préfère l'avoir sur le banc qu'en tribune. Mais, oui, sur le banc, parce que par contre, en titulaire, actuellement, dans notre manière de jouer actuellement, Pogba ne joue vraiment pas où le rentrer. Hein. Et puis même, c'est le match le plus important qu'on a là. Parce que si on bat le PSG, il faudrait vérifier, mais je crois qu'on est qualifié automatique. Ça c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Par contre, si on perd, on est obligé de faire un résultat contre Leipzig qui devra nous battre. Donc, non. Il faut au minimum un match nul, là, sinon on n'a pas le choix. Ouais, bon, ça devrait le faire. Contre Paris, vous faites jouer Van de Beek, on n'en a pas parlé. Non. Il y a que moi qui a été frustré énormément de voir qu'il voulait combiner, de voir qu'il lance des courses et qu'on le remet pas. Alors, tous ces choix n'étaient pas bons. Hein. Attention, ça n'a pas été le joueur exceptionnel qui a brillé, d'ailleurs au point qu'on n'en a pas parlé. Mais ça m'a rendu fou de voir qu'il a voulu combiner, je sais pas, mais au moins 10 fois, et que on ne le remet pas. C'est-à-dire qu'il est dos au but, il lance, il se remet dans le bon sens, il n'y a pas de suivi. Il part dans le vide. Ça me rend dingue. Il est vraiment arrivé dans le pire environnement possible pour lui actuellement. C'est exactement ça. Il y a rien autour. Lui, c'est sûrement le joueur le plus intelligent avec Mata qu'on a sur le terrain. Le problème, c'est que Mata, il peut plus courir 60 minutes par match. Mais actuellement, son match, moi, je l'ai trouvé très bon. Très bon. Non, j'exagère. Il a été bon. Le problème, c'est comme tu dis, ses courses offensives, elles sont dans le vide. Ses appels et ses demandes de balle.
de balles, merci, sont faites dans le vide. On joue trop lentement pour savoir utiliser ses qualités. Mais moi, par contre, je le fais pas jouer pour une autre raison, c'est que il a joué contre Istanbul. Il a Oui. joué. D'ailleurs, en défensif, en milieu défensif pur, Ouais, une horreur. Il est monté que les 10 dernières minutes. D'ailleurs, il a créé un petit peu en montant à la fin. On lui a il laissé un peu les a, mains. il a joué 90 minutes hier. Et surtout, je sais pas si vous avez vu, il a posté sur Instagram, Ah il ouais, a la sa cheville cheville. enflée, donc Bon, pas sûr que. c'est Roméo qui. Non, c'est WordPress qui fait un attentat là. Ouais. Ah ouais, ça c'était limite. Ouais. Bah, il a pris jaune, donc voilà, c'était Ouais, c'était un c'est sûr jaune. qu'il a pris un jaune, hein. Si tu prends un jaune sur un match avec un arbitre comme ça qui siffle jamais rien, c'est que t'as vraiment fait le connard, quoi. T'es pas allé avec le dos de la cuillère, effectivement. Donc, on va clôturer là-dessus. On a un bon match cette semaine. On a un autre match le week-end prochain face à West Ham qui pourrait nous permettre d'enchaîner quand même. Même si moi je veux que Solskjaer, comme vous l'avez bien compris maintenant, parte. Il faut qu'on enchaîne les victoires. Et il faut savoir que le match après West Ham, c'est Manchester City. Il faut qu'on soit dans des bonnes dispositions pour pas devoir à tout prix battre Manchester City qui revient un peu mieux. Donc, c'était un plaisir de pouvoir faire ce podcast avec vous. Pareil. Plaisir partagé. Même si on a Tout fait à plus fait. longtemps, on a fait plus longtemps sur les flops que sur les tops, c'est un match qui est Alors quand qu'on a même- gagné, hein. Ouais, qu'on a gagné. Alors, c'est parce qu'on en attend plus toujours. On est, Bah, toujours. on peut faire beaucoup mieux que ça. Il y a eu des choses très positives, il y a eu des choses négatives. On attend mieux si on parle de Greenwood et de Rashford, de Rea dans les flops, c'est qu'on attend beaucoup mieux de ces joueurs-là parce qu'on sait qu'ils peuvent faire beaucoup plus. Moi, j'ai un problème avec la préparation du match, comme c'est dit, même si pour donner un point à Solskjaer, sa préparation de match et les problèmes itinérants à son coaching m'énervent au plus haut point. Par contre, pendant le match, il a fait les bons choix, ce qu'il faut aussi le dire. Mais sinon, Ouais. sinon quand même très content de voir un peu de passion en fait à Manchester, et des joueurs comme Cavani, Bruno vont peut-être nous ramener cette passion qu'on ne voit plus depuis Mourinho qui était passionné, ou sinon depuis Sir Alex Ferguson. Bah moi, enfin, si je te coupe 2 minutes, Ouais. j'arrive même pas à me satisfaire ou je vais pas dire m'extasier, mais à kiffer, pour reprendre le terme que tu as utilisé, cette victoire, parce que limite, ça me fait penser, je sais pas si vous faites le rapprochement vous aussi, au match contre Sheffield l'année dernière où on est mené, ensuite on revient, on se fait égaliser à 3-3. Et je me suis dit, bon, bah, ça va sûrement être le match déclic où mentalement on a été solide et on revient. Mais là, hier, pareil. Enfin, c'est une grosse victoire mentale, mais je me dis qu'on va retomber dans notre irrégularité comme d'hab. J'ai quoi. peur contre West Ham, quoi. J'ai peur que contre West Ham, on retombe. Pareil, voilà. C'est faible West Ham quand même. Ils sont faibles, mais ils nous ont battu 2 fois de suite chez eux. Hein, donc, mais avec grande méfiance face à cette équipe. De toute façon, c'est le problème. C'est ça le problème. On va pas épiloguer là-dessus. C'est le problème avec notre coaching staff actuellement, c'est qu'on n'a pas construit les bases tactiques pour pouvoir être serein tous les matchs en fait. Et Exactement. on va perdre beaucoup d'influx, que ce soit nerveux, physique et mental, sur des matchs comme là, comme même le match contre West Brom, alors que le match contre West Brom aurait dû être plié plus vite. Tu vois, par exemple, à Manchester City qui ont joué ce week-end, je sais plus qui, j'ai regardé le match contre Burnley, je crois, 5-0. Burnley. Bah, tu vois, contre Burnley, après 10 minutes, il y avait 1 ou 2-0 déjà, le match est plié, donc ton influx est nerveux et sauf, et pourtant eux, ils en ont bien besoin, même si on est devant eux au classement. Alors que nous, on galère, et à la fin, ça a un prix, ça justifie aussi la fin de saison très compliquée qu'on a eue, et ce début de saison aussi en demi-teinte. En tout cas, très content de cette victoire. Merci à tous d'avoir participé. Merci Jérémy, Nathanaël et Mohamed. Je vous invite, comme je l'ai dit lors du début du podcast, à venir parler avec nous sur Manchester Devils. Il y a toujours des débats très animés. N'hésitez pas aussi à nous suivre, que ce soit sur YouTube, Twitter et Facebook, Manchester Devils tout simplement. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine avec ces matchs contre le PSG et contre West Ham, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Salut les gars.